Je dirais juste en préliminaire, mais ce n'est pas nouveau, vous le savez, que je ne partage pas l'avis de cette réussite de la politique de l'offre et de la compétitivité. Je ne partage pas l'idée que l'explosion des inégalités, qui n'a jamais été aussi importante en France, se traduise corollairement en vertu d'une politique de la compétitivité par une croissance de l'activité, une croissance des revenus de chacun, etc. Autrement dit, je ne crois pas qu'on ait eu le moindre preuve de l'efficacité de la politique de ruissellement. Par contre, on a un vrai problème en termes d'investissement, notamment en matière écologique, j'y viendrai tout à l'heure. On a un vrai problème, quoi qu'on en dise, en termes de maintien d'un chômage de masse. Et de ce point de vue-là, les chiffres et les faits sont têtus. Et on a aussi, j'allais dire, un problème global sur finalement les objectifs que s'était fixé cette politique, c'est-à-dire la réduction des déficits, qui, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas non plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Et de ce point de vue-là, je pense que ça doit permettre d'interroger en faveur d'une politique qui sera axée sur le partage des richesses, sur une relance de l'activité par la demande et par la bifurcation écologique, avec évidemment le maintien de notre protection sociale. Bon, alors d'abord, on est dans une situation inédite, puisqu'on est évidemment en retard sur les questions de calendrier budgétaire. Normalement, la transmission du projet de loi de finances pour 2025 au Haut Conseil des finances publiques était prévue pour le 13 septembre, son examen au Conseil des ministres le 25 septembre, donc ce jour. Je voudrais donc savoir une première question, c'est est-ce que la date du 9 octobre, comme passage au Conseil des ministres de la loi de finances, puis transmission ici à l'Assemblée pour un débat qui commencerait la semaine suivante, est-ce qu'elle est toujours celle que vous avez retenue? En tout état de cause, si c'est le cas, ce retard pris dans l'élaboration du texte ne doit pas précipiter le travail parlementaire. Et donc, on doit avoir suffisamment de temps pour l'examiner en toute sérénité, que ce soit en commission ou en séance publique. Dans ces cas-là, j'aimerais que, j'ai essayé de le faire en conférence des présidents, mais je n'ai pas eu le retour. J'aimerais, si ce n'est aujourd'hui, mais en tout cas que vous ayez ça en tête, à ce que la transmission du texte au Sénat n'intervienne pas avant le 25 novembre, ce qui nous laisserait les 6 semaines habituelles de travaux comme nous avons l'habitude. Et on a déjà eu l'expérience que c'était loin d'être trop, si vous regardez un peu ce qui s'était passé les autres années. Ma deuxième question porte sur l'exercice 2024. Après une annulation de crédit de 10 milliards d'euros en février, la loi organique relative aux lois de finances les obligeait à présenter un projet de loi de finances rectificative pour annuler les crédits supplémentaires. Vos prédécesseurs ont préféré éviter de se présenter devant le Parlement. Il y a donc eu un surgel pour porter le montant des crédits mis en réserve à 16,5 milliards d'euros, autant de moyens pour les politiques publiques que Bruno Le Maire, il était ici lors d'une audition, estimait nécessaire de transformer en annulation pure et simple, si ce n'est de la totalité, en tout cas en grande partie. Alors je rappelle, une telle décision conduirait par exemple à amputer le budget du sport de 19% par rapport au crédit ouvert en 2024, 18% pour l'asile et l'immigration, 17% pour l'aide publique au développement, 14% pour l'écologie, ou encore plus d'1 milliard d'euros pour l'enseignement scolaire. Donc ma question, c'est quelle est votre analyse sur cette question de gel des crédits? Est-ce que vous avez déjà une première approche? Et est-ce que vous prévoyez de déposer un projet de loi de finances rectificative pour laisser le Parlement en débattre et lui donner l'opportunité de proposer des recettes nouvelles? Ou alors, est-ce que tout ça va se traduire dans une loi de fin de gestion? Donc c'est une deuxième question que je souhaitais vous poser sur le calendrier. Ensuite, je souhaite vous interroger sur le tiré à part qu'on a reçu la semaine dernière, intermédiaire. J'entends bien qu'il était intermédiaire, mais n'empêche, il nous a été transmis par Matignon, et à partir de là, j'estime qu'il est donc quelque part la première marque de ce gouvernement, tiré à part qui reprend en réalité à peu près l'entièreté des chiffres qui nous avaient été transmis par Thomas Cazenave, ici présent, comme les chiffres globaux des états de dépenses budgétaires par ministère qui décrivaient en fait les lettres plafond arrêtées par le précédent gouvernement. Donc moi je voudrais du coup que vous nous confirmiez que vous comptez bien partir sur le budget qui nous a été envoyé la semaine dernière, en tout cas comme base. Est-ce que du coup ça veut dire que les lettres plafond qui ont été envoyées, il n'y en aura pas d'autres, qui seront éventuellement amendées, modifiées, autres, mais qu'il n'y en aura pas d'autres? Ça, c'était un peu une question, j'allais dire, de méthode sur la façon dont vous comptez travailler. Si c'est le cas, dans ces lettres plafond, si je tiens compte de l'inflation telle que le gouvernement Attal le définissait,
On propose de réduire depuis 3% le budget de l'enseignement supérieur, 1 milliard d'euros, potentiellement ne pas revaloriser les barèmes des bourses, réduire de 9% le budget des Outre-mer, ou encore, par exemple, demander au Parlement de diminuer les crédits du fonds vert de 1,5 milliard d'euros, alors qu'on sait que ces fonds sont entièrement utilisés, qui sont absolument essentiels pour la transition écologique, et que l'Inspection générale des finances et l'Institut I4CE estiment que ces fonds devraient être au contraire dotés de 20 milliards d'euros si on voulait faire face aux défis climatiques. Autrement dit, sur ce qui nous a été transmis l'autre jour, est-ce que vous avez un premier retour à nous faire un peu précis ? Je suis d'autant plus inquiet que ces chiffres proviennent d'un document qui, si on fait le cumul des dépenses de l'État, on arrive, inflation comprise, à 10 milliards d'économies. Bon. Alors j'ai une première question, parce que dans une lettre que nous ont envoyée les ministres démissionnaires, on nous parlait de 15 milliards. Donc où seraient les 5 milliards différentiels ? Est-ce que c'est les fameuses taxes, par exemple, sur les énergéticiens rachat d'actions qui étaient comprises ? Je ne sais pas si là-dessus, vous avez une première raison. La deuxième chose, c'est que nous avons eu une note du Trésor qui en même temps estimait que pour atteindre 5,2% de déficit l'an prochain, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la note, le pourcentage déjà très différent de celui du PSTAB à 4,1, mais qui resterait peut-être négociable avec la Commission européenne, il faudrait 30 milliards d'euros en plus de baisse de dépenses publiques. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que les baisses de dépenses que nous avons eues dans les lettres plafond, vous estimez, puisque j'ai compris que c'était pour vous la priorité, Laurent Saint-Martin, qu'elles devront être incrémentées d'autant? Est-ce que là-dessus aussi, il y a une première réponse? Et enfin, j'en viens à ce qui fait un peu l'actualité, c'est-à-dire la question de possible augmentation des recettes. Bon, on aura aussi l'occasion d'en discuter, mais au moins, on est un peu tous d'accord, on n'en fait pas forcément la même réponse en termes de hiérarchie, mais que les déficits sont aussi le résultat d'une baisse des recettes. Je rappelle que ici même, Pierre Moscovici, la semaine dernière, les estimait à hauteur de 62 milliards d'euros par an, et que s'il n'y avait pas eu ces 62 milliards, je regarderais d'un point de vue seulement mathématique, on serait en dessous de 3% de déficit. Donc vous avez parlé à la presse, si ce n'est vous en tout cas, il y a eu des échos qui ont été faits sur ces baisses. Donc j'aurais aimé voir quelles sont les pistes réelles ici en commission, pas seulement dans les offres qui sont données à la presse, des baisses sur lesquelles vous travaillez. Je reprends par exemple le journal Les Échos qui parlait de gel des tranches du barème de l'impôt, relèvement de la flat tax, surtaxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, réduction des allégements de cotisations sociales, réforme du crédit impôt recherche et du pacte Dutreil. Est-ce que sur ces points précis qui ont été donnés dans la presse, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avancez concrètement et que vous envisagez?